Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast 2 minutes pour parler de saison 3. Aujourd'hui, épisode spécial neurosciences. Je vais essayer de répondre à la question, le cerveau travaille, comment fonctionne-t-il? Quels sont les mécanismes cachés derrière nos décisions? Alors imaginez la scène. Vous êtes en réunion, l'équipe attend votre décision. Une solution vous semble évidente, mais une toute petite voix intérieure vous retient. Vous pensez aux arguments, vous vous interrogez, vous doutez, finalement vous tranchez. Et plus tard, vous vous demandez encore, ai-je pris la bonne décision? Ce scénario, nous l'avons tous vécu. Et pourtant, ce que peu de managers savent, c'est que la majorité de nos décisions ne sont pas rationnelles. Elles ne reposent pas uniquement sur des faits, des chiffres ou des raisonnements logiques. Elles émergent d'une interaction complexe entre plusieurs parties de notre cerveau. L'émotion, l'instinct et l'analyse. Comprendre cette mécanique invisible, c'est comprendre pourquoi nous décidons comme nous décidons et comment améliorer finalement nos choix. Les neurosciences nous révèlent que le cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur parfaitement logique. Il est traversé de biais cognitifs, influencés par nos expériences passées, nos émotions, notre fatigue et notre environnement. Dans le monde du travail, ces mécanismes façonnent nos décisions sans que nous en ayons conscience. Et pour les managers, formateurs et décideurs, les conséquences sont majeures. Savoir comment le cerveau décide, c'est savoir comment influencer positivement les choix individuels et collectifs. Une étude publiée par l'université de Princeton en 2024 montre que près de 85% des décisions quotidiennes sont prises de manière intuitive, avant même que notre cerveau analytique n'entre en jeu. Cette rapidité est un atout, mais elle peut aussi nous piéger. Nos instincts sont puissants, mais pas toujours fiables. Les biais cognitifs, comme l'effet de confirmation, l'aversion à la perte ou encore le biais de statu quo, orientent nos jugements bien plus qu'on ne le pense. Bon, et pourtant, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons apprendre à hacker notre propre cerveau. Comprendre comment il fonctionne, c'est se donner les moyens de reprendre le contrôle. Dans un contexte managérial, cela change tout. Mieux recruter, mieux communiquer, mieux négocier, mieux résoudre les conflits. Car le cerveau n'est pas une boîte noire, c'est un système dynamique qui peut être entraîné, optimisé et orienté. Donc, dans cet épisode, nous allons explorer les mécanismes cachés derrière nos décisions. Nous verrons ce que disent les recherches les plus récentes, quelles sont les découvertes clés des neurosciences et comment elles s'appliquent au management et à la pédagogie notamment. Nous analyserons aussi les tendances actuelles dans les entreprises qui utilisent ces connaissances pour transformer leur performance collective. Et surtout, nous verrons des exemples concrets, des conseils pratiques pour intégrer ces découvertes dans votre quotidien, car comprendre le cerveau, ce n'est pas seulement une affaire de science, c'est une affaire de compétences stratégiques. Alors, pour comprendre comment nous décidons, il faut commencer par rappeler une évidence souvent oubliée. Notre cerveau n'a pas été conçu pour le management moderne. Il est le produit de millions d'années d'évolution, façonné par la survie et pour la survie, bien plus que pour l'analyse rationnelle. Et c'est cette architecture héritée qui influence encore aujourd'hui la manière dont nous faisons nos choix au travail. Selon les travaux de Daniel Kahneman, notre cerveau fonctionne à travers deux grands systèmes. Le système 1, rapide, intuitif, automatique, instinctif en fait, c'est lui qui nous pousse à agir sans réfléchir, qui nous fait dire le je le sens bien ou quelque chose cloche. Le système 2, plus lent, analytique et logique, est mobilisé quand nous devons résoudre un problème complexe ou justifier un choix. Et là, vous ferez le lien avec l'étude dont je vous parlais de Princeton, qui démontre donc que près de 85% de nos décisions sont prises finalement par le système 1, avant même que le système 2 ne soit activé. Autrement dit, l'intuition domine la raison. Cette vitesse est un atout dans un environnement complexe, mais elle nous expose aussi aux biais cognitifs, ces raccourcis mentaux qui altèrent notre jugement.
Alors parmi les plus fréquents, j'en ai cité 3 tout à l'heure, on va les revoir. Le biais de confirmation, hein, à savoir que nous privilégions les informations qui confirment nos croyances et ignorons celles qui les contredisent. L'aversion à la perte, par exemple, une étude de Tversky et Kahneman montre que nous ressentons 2 fois plus intensément la douleur d'une perte que le plaisir d'un gain équivalent. Le biais de statu quo également, où l'on préfère maintenir une stratégie connue, même inefficace, plutôt que de tester une solution innovante. Les impacts sur la performance collective sont considérables. Une étude américaine a montré que sur 50 000 managers en Europe, 74% des décisions stratégiques sont influencées par au moins un biais cognitif majeur. Et dans les entreprises où ces biais ne sont pas identifiés, les erreurs de choix coûtent en moyenne 8% du chiffre d'affaires annuel. Les neurosciences nous apportent aussi des éclairages sur le rôle des émotions dans nos décisions. Contrairement à une idée reçue, émotion et raison ne s'opposent pas, elles travaillent ensemble en fait. Les recherches du professeur Antonio Damasio, dont j'ai déjà plusieurs fois parlé, montrent que sans émotion, nous sommes incapables de choisir. Dans son étude sur des patients ayant des lésions de l'amygdale, à savoir la zone du cerveau qui traite les émotions, 80% d'entre eux se révèlent incapables de prendre la moindre décision, même triviale. Les découvertes récentes mettent également en avant l'impact de la fatigue cognitive. Le cerveau consomme environ 20% d'énergie totale, ce qui est énorme, hein. Plus la journée avance, en fait, plus notre capacité de décision s'érode. C'est ce que les chercheurs appellent la décision fatigue. Une étude menée auprès de juges américains montre que les décisions favorables aux prisonniers chutaient de 65% en fin de journée par rapport au matin. Au travail, cela se traduit par des choix plus rapides, plus conservateurs et souvent moins pertinents lorsque la charge mentale est élevée. Enfin, des données récentes révèlent le rôle clé du cortex préfrontal, la zone qui pilote nos décisions conscientes, mais aussi celui de l'amygdale, impliqué dans les réactions émotionnelles rapides. En fait, dans un environnement stressant, l'amygdale prend le dessus, court-circuitant les process analytiques du cortex préfrontal. C'est ce que Caroline Leaf, en fait du MIT, appelle l'effet tunnel. Plus le stress augmente, plus le champ de réflexion se réduit, entraînant des décisions impulsives. Ces données nous montrent que nos décisions ne sont pas neutres. Elles sont le produit d'un dialogue permanent entre notre instinct, notre émotion et notre raison. Mais aussi, elles sont le produit de contraintes de notre environnement. Pour les managers et formateurs, par exemple, comprendre ces mécanismes, c'est finalement anticiper les pièges, ajuster les processus et développer des stratégies qui respectent le fonctionnement réel du cerveau humain. Alors, j'en ai déjà un peu parlé dans un épisode précédent sur le leadership, mais dans le monde professionnel, cette transformation discrète, mais qui est puissante et donc en marche, c'est à savoir le neuro-leadership. Ce courant englobe des méthodes managériales fondées sur les découvertes neuroscientifiques. Depuis 2005, date de sa première mention dans Harvard Business Review, le neuroleadership a évolué pour devenir une référence pour les organisations souhaitant mieux intégrer les sciences du cerveau dans la conduite du collectif. Aujourd'hui, ce concept s'incarne concrètement dans des programmes innovants. Le Neuro-Leadership Institute propose notamment des diagnostics comportementaux fondés sur le cerveau et des outils de coaching neuronaux pour renforcer la croissance, la sécurité psychologique et la responsabilité. Ce qu'ils appellent en fait la Leadership GPA, donc c'est Growth Mindset, Psychological Safety and Accountability. Je suis désolé pour mon accent. L'objectif, c'est faire de la science une pratique humaine et efficace pour des managers plus adaptatifs. Parallèlement, les neurosciences appliquées à l'entreprise se déploient via la formation. Des établissements divers et variés aujourd'hui de formation proposent désormais des formations dites ciblées pour développer les soft skills, prévenir le stress, agir avec intelligence émotionnelle ou piloter la performance en s'appuyant sur le fonctionnement réel du cerveau. Ces cursus
montre que le neuromanagement n'est plus une abstraction, mais bien une compétence structurante du leadership d'aujourd'hui. Dans un registre plus expérimental, des approches utilisant les sciences comportementales pour prédire les choix, notamment en neuromarketing ou neuroéconomie, séduisent les directions marketing qui cherchent l'efficacité de leur communication en s'appuyant sur les émotions et les comportements inconscients. Le désir de comprendre pourquoi nous achetons, votons ou adhérons à un discours est de plus en plus informé par la science neuronale. Autre tendance notable, l'application des neurosciences hors du champ purement managériel. En contexte sportif, par exemple, des clubs utilisent la réalité virtuelle pour affûter la prise de décision rapide en s'appuyant sur la vitesse du cerveau plutôt que sur la seule performance physique, comme l'illustre d'ailleurs un projet de formation mené au sein de clubs de football anglais qui a été révélé par The Guardian. Cela illustre en fait l'élargissement des champs d'application du brain-based thinking dans des environnements exigeants. Enfin, l'essor des interfaces cerveau-machine, qui arrive notamment en France, et la startup Mentalista explore des technologies qui analysent les ondes cérébrales pour comprendre les états comportementaux et les mobiliser dans des contextes professionnels ou de formation. Ces technologies sont encore naissantes, mais elles annoncent un futur où la compréhension finalement neuroscientifique du cerveau pourra être directement intégrée dans nos interactions quotidiennes. Alors, à travers ces tendances, on peut voir qu'il est clair finalement que les neurosciences ne sont plus réservées au laboratoire, elles irriguent la formation, le coaching, la communication, la performance collective et se dirigent vers de nouvelles frontières technologiques. Donc comme elles ne sont plus cantonnées au laboratoire, elles transforment déjà le quotidien des managers et des équipes. Plusieurs entreprises en France et à l'international ont choisi d'intégrer les découvertes sur le fonctionnement du cerveau dans leur processus de décision, leur organisation et leur formation. J'en veux quelques exemples. Microsoft France, qui a lancé un programme pilote baptisé Neuroleadership at Work, en collaboration avec le Neuroleadership Institute. L'objectif, former ces managers aux mécanismes cognitifs qui influencent les décisions stratégiques. En s'appuyant sur des ateliers immersifs, les participants ont appris à identifier les biais cognitifs et à activer les bons leviers émotionnels pour favoriser la coopération. Selon un rapport interne publié début 2025, les équipes qui ont été formées affichent 22% de réduction des conflits internes et une hausse de 17% de la rapidité de prise de décision. Encore une fois, ce n'est pas la technologie qui a tout changé, mais une meilleure compréhension de notre logiciel biologique. Autre exemple inspirant, à savoir L'Oréal. Le groupe a mis en place un programme baptisé Inside Brain, destiné à former les responsables de pôle aux mécanismes neuronaux qui sont liés à la créativité et à la motivation. Ils ont été accompagnés par l'Institut du cerveau, l'ICM, et a permis d'intégrer des modules basés sur les recherches récentes concernant l'activation du cortex préfrontal, essentiel donc pour l'innovation. Après 6 mois, 72% des managers formés ont rapporté une amélioration de la qualité des brainstorming et une meilleure efficacité des arbitrages collectifs. Dans le secteur du retail, nous avons d'autres exemples d'entreprises qui ont expérimenté des pratiques issues des neurosciences. Et les études ont montré une nette amélioration du taux de conversion et de la satisfaction client notamment à la suite de ces formations issues des neurosciences. Il existe d'autres entreprises à l'international qui collaborent notamment avec plusieurs grandes universités pour comprendre comment les réseaux neuronaux humains traitent la surcharge d'informations. Ces recherches ont permis pour certaines entreprises de concevoir des tableaux de bord internes adaptés à nos limites cognitives, à savoir limiter les distracteurs visuels, hiérarchiser les informations et fluidifier les choix stratégiques. Dans les équipes qui utilisent ces nouvelles interfaces, le temps de décision a été réduit en moyenne de 23%, tout en améliorant finalement la fiabilité des arbitrages complexes. Enfin, l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, la start-up française Mentalista, spécialisée dans les interfaces cerveau-machine, travaille avec des équipes de formation pour mesurer en temps réel les niveaux d'attention et d'engagement des participants.
En exploitant les signaux d'électroencéphalogramme, les formateurs peuvent ajuster finalement leur méthode sur le moment, accélérer quand la tension baisse, ralentir pour consolider l'apprentissage, etc. Dans des groupes pilotes, la rétention d'informations a bondi de 31% par rapport aux méthodes classiques. Finalement, ces initiatives montrent une tendance claire. Les organisations qui intègrent les neurosciences gagnent en efficacité collective. Il ne s'agit pas de remplacer l'intuition par la science, mais de mieux comprendre les mécanismes qui la sous-tendent finalement pour prendre de meilleures décisions. Alors, bon, c'est bien beau de comprendre le fonctionnement du cerveau, c'est plutôt fascinant, mais savoir quoi en faire au quotidien, eh bien, cela change tout, je pense. Donc les neurosciences nous offrent aujourd'hui des leviers concrets pour améliorer nos décisions. On a eu des exemples précédemment plutôt bluffants. En fait, voilà comment on peut transformer ces découvertes en pratiques simples et efficaces. Le premier levier, finalement, c'est d'apprendre à ralentir. Face à une décision importante, notre cerveau a tendance à activer son système 1, le rapide, intuitif, émotionnel. C'est utile pour gagner du temps, mais dangereux quand les enjeux sont élevés. Une étude de Princeton montre que lorsque les managers prennent au moins 90 secondes pour reformuler la question avant de répondre, ils réduisent de 26% les erreurs de jugement liées au biais cognitif. En clair, il est urgent d'attendre. J'aime beaucoup cet adage qui fait grincer des dents certains de mes confrères, mais bon, en clair, ne pas décider dans l'urgence est important, mais plutôt créer un espace mental où le système 2, à savoir donc l'analytique, le réfléchi, peut entrer en jeu. Deuxième levier important, nommer les biais pour les désarmer. Des recherches de Richard Thaler, Université de Chicago, ont montré que simplement identifier les biais cognitifs les rend moins influents. Par exemple, face au biais de confirmation, elle a tendance à ne chercher que les infos qui valident notre opinion. Il suffit de poser la question « Qu'est-ce qui pourrait prouver que j'ai tort ?» Cette seule étape augmente la diversité des points de vue et favorise de meilleures décisions. Troisième levier, utiliser la puissance des émotions plutôt que les combattre. Contrairement à ce que l'on pense, les émotions ne sont pas des ennemis de la raison. Je l'évoquais un peu plus haut. D'ailleurs, les travaux d'Antonio Damasio, dont je parle assez régulièrement, démontrent que les décisions les plus solides intègrent les marqueurs émotionnels. Un bon manager ne cherche donc pas à neutraliser les ressentis, mais à les comprendre et à les réguler. Par exemple, débuter une réunion stratégique par un tour de table sur le ressenti de chacun permet d'éviter que des tensions invisibles perturbent l'analyse collective. Quatrième levier, réduire la charge cognitive. Une étude de l'INSEAD en 2024 montre que les équipes exposées à une surcharge d'informations prennent des décisions 37% plus lentes et 22% moins précises. Cela veut dire que la solution repose en ce qu'il faut hiérarchiser les données. Avant toute prise de décision, posez-vous 2 questions. La première, quelles informations sont essentielles ? La seconde, quelles données puis-je ignorer ? Certaines entreprises comme Google ont mis en place des tableaux de bord simplifiés limitant volontairement le volume d'indicateurs visibles. Résultat, des décisions plus rapides et plus éclairées. Cinquième levier, créer des rituels collectifs de décision. Les neurosciences sociales montrent que l'intelligence collective n'émerge pas spontanément, contrairement aux idées reçues. Elle doit être structurée. L'université de Stanford a testé la méthode du pré-mortem collaboratif. Avant de lancer un projet, l'équipe imagine toutes les raisons pour lesquelles il pourrait échouer. Cette technique augmente de 30% la qualité des décisions et améliore la cohésion, en fait, car chacun se sent écouté. Enfin, un dernier levier essentiel, entraîner son cerveau. Comme un muscle, le cortex préfrontal, siège de la réflexion stratégique, se renforce par la pratique. Des exercices simples comme la méditation de pleine conscience, testés sur plus de 800 managers d'ailleurs, dans une étude de l'université d'Oxford, montraient une augmentation de 24% de la capacité à réguler ses émotions et une réduction de 18% du stress décisionnel. Donc, ce n'est pas vain. Prendre 5 minutes chaque matin pour calmer son mental, respirer profondément et se centrer
pourrait sembler anodin, mais finalement son impact sur la qualité des choix est considérable. L'enjeu n'est pas de devenir un expert en neurosciences, bien évidemment, mais de traduire ces connaissances en habitudes accessibles, ralentir, nommer les biais, accueillir les émotions, simplifier l'information, ritualiser les décisions et entraîner son cerveau. Autant de pratiques qui permettent de passer de décisions impulsives à des décisions éclairées. Bref, vous l'aurez compris, nos décisions ne sont jamais totalement rationnelles, elles naissent d'un dialogue permanent entre nos intuitions, nos émotions et notre raisonnement analytique. En découvrant les mécanismes cachés derrière nos choix, nous comprenons que le cerveau n'est pas un simple processeur logique, c'est une machine extraordinairement complexe, traversée de biais, d'automatismes et d'émotions qui influencent profondément nos comportements. Pour les managers, les formateurs et les décideurs, cette prise de conscience change tout. Elle nous invite à ne plus considérer la prise de décision comme un acte isolé, mais comme un processus collectif, émotionnel et contextuel. Elle nous pousse aussi à adopter des stratégies plus conscientes, ralentir, hiérarchiser l'information, reconnaître les biais et écouter nos émotions avant de trancher. Ces ajustements simples mais puissants permettent de gagner en clarté, en efficacité et en cohésion de groupe. Voilà une invitation pour une prochaine fois. Lorsque vous serez confronté à une décision difficile, prenez un temps de pause. Observez vos réactions, accueillez vos intuitions, analysez vos émotions et demandez-vous si vous ne pourriez pas enrichir votre réflexion d'un autre point de vue, d'une autre perspective. Vous découvrirez que souvent, la meilleure décision ne se trouve pas dans la rapidité, mais dans la qualité de votre processus. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode dédié aux neurosciences. Nous explorerons un autre sujet, à savoir comment fonctionne notre attention, pourquoi elle s'effrite si vite et comment la capter et la maintenir. Dans un monde saturé d'informations et de distractions, comprendre les neurosciences de l'attention devient une compétence plutôt indispensable, je dirais. Pour les managers, pour les formateurs et puis pour toute personne qui se pose des questions sur lui. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que cet épisode vous a plu et nous nous retrouvons très bientôt. Ciao!